Les années 30, l'une des décennies les plus tourmentées et contrastées du XXe siècle. C'est la période de l'entre-deux-guerres. Au lendemain de la crise financière de 1929, la Grande Dépression frappe l'Europe et le reste du monde. Les rivalités économiques ouvrent la porte à de vieilles rancunes politiques. Les totalitarismes se développent. Mais les années 30, c'est aussi l'époque d'importantes révolutions socio-culturelles. On invente par exemple en 1936 les congés payés et la semaine de 40 heures. À cette époque, l'industrie automobile, comme les autres, doit faire face aux répercussions de la crise financière de 1929. Mais elle doit également s'adapter aux nouveaux modes de vie et réussir à produire toujours plus. C'est dans ce contexte, en 1934, qu'un jeune photographe de 22 ans, à peine sorti du service militaire, entre au tout nouveau service photographique de Renault, un certain Robert Doisneau. Qui aurait pu croire alors que le jeune Robert Doisneau serait plus tard l'un des photographes les plus connus du XXe siècle, l'un des principaux représentants du courant de la photographie humaniste française. Les photographies que Robert Doisneau a réalisées pendant ses années chez Renault représentent un patrimoine photographique inestimable. Elles sont un témoignage unique du monde ouvrier d'avant-guerre. Mais elles sont aussi la preuve des relations précieuses que peuvent avoir les artistes avec les industriels. C'est à Montrouge, dans l'appartement où Robert Doisneau a travaillé pendant plus de 50 ans, que Francine Desroudilles et Annette Doisneau, les deux filles du photographe, ont installé l'atelier Robert Doisneau. 450 000 négatifs y sont archivés, numérotés et classés, permettant ainsi la conservation et la représentation de l'œuvre de l'artiste. Les filles de Robert Doisneau nous racontent le parcours du jeune homme avant d'entrer au service photographique de Renault. Il est rentré en 1925 à l'école Estienne, qui formait plutôt au métier du livre. Il a appris le dessin de lettres, il a appris la méticulosité du dessin, le graphisme. Et je pense que quand même, l'école Estienne a été plus importante que ce qu'il ne voulait le dire. Quand il a quitté l'école Estienne, c'était un tout jeune homme, hein, il avait 17 ans. Et donc, il est rentré dans un premier atelier, puis très vite, il est passé, au bout de quelques mois, à l'atelier Ullmann, un atelier de gravure publicitaire qui réalisait des étiquettes. Ça, et lui, le travail qui lui était demandé, c'était dessiner ces étiquettes. Dans la pièce à côté, il y avait un laboratoire photo. Et donc, il y avait un opérateur qui s'appelait Lucien Chauffard, qui était un jeune homme, certainement de l'âge de mon père, et qui est quelqu'un qui a tout de suite sympathisé avec mon père, et il l'a formé, dans le fond, en premier lieu aux techniques de la photographie. Et Lucien Chauffard, il va le retrouver pendant très longtemps dans sa vie. En 1929, Robert Doisneau reçoit sa première commande, prendre des vues de Gentilly. Le jeune dessinateur d'étiquettes n'imagine pas un instant qu'il puisse être rémunéré pour ce travail. Et il venait de passer devant une boutique qui vendait des appareils photo. Et il avait repéré un appareil qui lui plaisait beaucoup et qui était d'une somme assez rondelette. Donc il a proposé, mais à tout hasard et pensant pas du tout avoir du succès, cette somme qui correspondait à l'achat de cet appareil. Et on lui a donné cette somme sans rien dire, enfin sans faire de commentaires. Donc il est allé courir dans cette boutique pour acheter cet appareil photo. En 1931, Robert Doisneau a 19 ans. Il se fait embaucher à l'atelier du peintre-sculpteur-photographe André Vigneault. Tout d'un coup, il voit passer des artistes, des gens dont le but dans la vie n'est plus seulement de gagner sa vie, mais d'en faire quelque chose, quoi. Et pour la première fois, il dit, là, il entendait parler du cinéma russe, il entendait parler des constructivistes. C'est peut-être le premier atelier du rêve. Robert Doisneau n'a que 22 ans lorsqu'il se fait embaucher chez Renault. Quelques années plus tôt, en 1929, Louis Renault, le pionnier fondateur de l'industrie automobile française, avait eu un projet fou. Construire une usine ultramoderne au beau milieu de la Seine, sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt.
Une usine complètement autonome, équipée de sa propre centrale électrique, d'une piste souterraine pour tester les véhicules. La plus grande usine de France, jusqu'à 30 000 employés y travailleront. C'est l'âge des mythiques Viva Stella, Prima 4 et Prima Stella. En 1934, la photographie n'est pas encore reconnue comme une discipline artistique à part entière. Mais pour le jeune Robert Doisneau, elle n'est pas qu'un simple reflet du réel. C'est un moyen d'expression destiné à nos sens et à nos émotions. Il va profiter de ces années privilégiées dans l'entreprise pour expérimenter et affirmer son style. Historienne et critique d'art, Anne Indry est également conservateur de la collection d'art de Renault. Elle nous raconte pourquoi Louis Renault avait souhaité faire appel au talent d'un jeune photographe. Il était très très fier de cette île Seguin, qui était quand même une usine d'une modernité absolue, dans un lieu tout à fait extraordinaire. Et il y avait ce désir d'avoir justement quelque chose qui reste. Chez Vigneault, il y avait quelqu'un qui s'appelait Lucien Chauffard, et qui a été nommé directeur ou chef du service photo, plus exactement, de Renault. Donc Lucien Chauffard l'a abordé, lui a dit est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler chez Renault? Évidemment, il a dit oui avec enthousiasme, et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Ça s'est passé donc en 1934. Alors, Robert Doisneau a été embauché pour deux choses. Alors, la première mission était une mission très précise, qui était de rapporter visuellement, archiver visuellement, tout ce qui concernait l'usine. C'est-à-dire aussi bien les chaînes de montage, les ateliers, les machines, les écoles d'apprentissage, hein, qui étaient nombreuses dans le cadre de l'usine. Et puis, de l'autre côté, une mission très différente, ce qu'on appelait à l'époque la réclame. Et donc, il fallait montrer que les gens étaient beaux, les Renault étaient belles et que la vie était belle. Il fallait donner envie, il fallait faire des photos qui donnent envie aux gens. Mais la direction de Renault de l'époque n'est pas très au fait des dernières avancées technologiques en matière de photographie. Et le matériel mis à disposition du jeune photographe n'est pas des plus pratiques. Les chambres étaient en bois, le pied était en fer, en fonte peut-être. Les plaques étaient en verre. Et tous ces matériaux dont les poids s'additionnaient faisaient finalement un sac qui pesait une vingtaine de kilogrammes. Et il fallait promener ça dans ces usines dont les dépliants publicitaires disaient que leur superficie était égale à celle de la ville de Chartres. C'est ma foi vrai. Les publicités sur les voitures, il fallait qu'il trouve un espace un peu libre et puis qu'il installe la voiture ou la maquette de voiture. Nous faisions ces photos-là à l'intérieur du studio. Alors, des gens assis par terre avec une direction bidon et puis tout le monde très décontracté. C'était des gens du service, c'était pas des modèles, des mannequins. À un moment, il a fallu faire la promotion d'une grosse voiture de luxe. Alors, il a été chercher les plus petits employés qu'il pouvait trouver. Ils n'ont jamais su que ce n'était pas pour leur apparence physique, mais simplement parce que plus ils étaient petits, plus la voiture paraissait grande. En 1934, l'automobile n'est pas encore un objet de consommation de masse. C'est un symbole de prestige, l'objet de luxe ultime. L'image de la femme, nouvelle consommatrice, mais aussi femme désirable et à conquérir, va être de plus en plus associée à celle de l'automobile. La meilleure façon de montrer que ce sont des voitures de luxe, c'est de convier les personnalités les plus célèbres, les plus glamour. Il va donc dans les concours de beauté. C'était en fait un défilé d'élégantes. Les élégantes, c'était en même temps les femmes très chics et puis les femmes célèbres. Donc en fait, on a une collection de photos assez extraordinaire où Doisneau est en même temps dans un monde qu'il ne connaît pas du tout. Il vient de sa petite banlieue, il est tout jeune, il a jamais vu ça, mais il le rend quand même très très beau, hein, parce qu'il y a des harmonies de formes et de couleurs qui sont extraordinaires.
Douaneau avait une certaine culture picturale. Alors, le meilleur exemple dans toutes ces photos, c'est peut-être celle du fameux déjeuner sur l'herbe, hein, qui est une photo de publicité, où on voit cette famille assise pour un pique-nique dans un pré, fait penser à la composition du fameux tableau de Manet, même si évidemment les conclusions en tirées sont tout autres. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est très 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 ironique de la part de Douaneau de l'avoir fait comme ça, et ça donne une photo absolument superbe. Ses premières photos publicitaires, on le sent, il est trop content d'aller photographier dehors, le ruissellement de la lumière sur les objets, sur la terre, si elle est mouillée c'est encore mieux, etc. Quand il photographie des autos, Douaneau se lâche stylistiquement. La composition, elle est souvent, on voit la voiture en arrière-plan et l'avant-plan est complètement renversé, hein, il est verticalisé frontalement et il est très en matière. Puis il y a la petite automobile dans le loin, c'est toujours dans un avant-plan verticalisé frontal. Vous avez une surface totalement luisante, détrempée, qui est même réfléchissante tellement elle est brillante. En photographiant les autos, simplement les autos, la créativité et le sens du graphisme de Douaneau va se lâcher complètement. Et alors, il fait des compositions extraordinaires, notamment celle-ci, qui est absolument parfaite. Le sol est tellement peu présent qu'il en est presque une ligne d'horizon. Et puis, vous avez la verticalité dominante des arbres, ligne horizontale, ligne verticale, avec quelques petites touches comme ça, comme des touches de pinceau qui viendraient là, hein, qui sont données par les feuillages rares. C'est la perfection. On sent dans cette photo-là tout ce qui doit imprégner ce jeune homme qui a envie, justement, avec l'appareil photo, de faire autre chose que ce qu'on peut faire avec le dessin, que ce qu'on peut faire avec l'aquarelle, avec ce qu'on lui a appris à l'école. Là, je trouve que la photographie devient un personnage. Et dans le fond, tout au long de sa vie, c'est ce qu'il a fait. Même les objets, les animaux deviennent des personnages, toujours. Il y a quelque chose d'un petit peu théâtral. La voiture, c'est là, évidemment le pôle du désir absolu de la société de consommation montante. C'est une vénération, hein, qui est montrée là. C'est vraiment comme une grand-messe, hein. Il y a la voiture qui est sur l'autel, et puis il y a la masse de fidèles qui se recueillent devant l'objet vénéré. Et ça exprime un petit peu à quel point le jeune homme avait bien compris les mécanismes de la société de consommation à venir. C'est une photo que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. Je trouve que ça raconte beaucoup d'une époque. Elle raconte toutes sortes de choses sans en avoir l'air. Et ça, c'est sa manière. Ça, c'est ce qu'il va adopter définitivement. Chaque matin, Robert Douaneau arrive à l'usine de Renault-Billancourt au moment même où la sirène se met à hurler. Il marche derrière les autres, au milieu de la foule des travailleurs. Le jeune homme est fasciné par ce qu'il voit, la taille gigantesque de l'usine, le flot incessant de la multitude des employés. Mais il est surtout impressionné par ces hommes et ces femmes au courage et au dévouement exemplaires. Il était très impressionné, il se sentait intrus. Il se sentait privilégié, il se sentait trop jeune, même si nombre d'ouvriers avaient son âge. Et au début, il avait du mal à les approcher. Il y a beaucoup de photos de salles des machines avec des effets de lumière extraordinaires où les personnages sont plus loin. Et on voit petit à petit qu'il s'en approche de plus en plus, hein. Et par exemple, les photos d'ouvriers qu'il a pris dans les années 40, on sent qu'il y a un vis-à-vis beaucoup plus direct, parce qu'il a pris un peu d'assurance. Alors cette photo de Douaneau, elle est totalement extraordinaire à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle est graphiquement impressionnante, elle est pratiquement abstraite. Mais on se rend compte
qu'il y a des petits bonshommes, des tout petits bonshommes, qui sont vraiment dans leurs interstices. Hein. C'est comme si on avait 4 grandes vagues métalliques, et puis des petits bonshommes qui essayent de les écarter ou de s'en écarter. Alors, ce qui est intéressant avec ces photos d'usines de Doisneau, c'est qu'il a trouvé dans le monde industriel un paradis, dans la mesure où il trouvait un graphisme d'une précision extraordinaire, très découpé. Il y a une chorégraphie dans un monde industriel. Donc il va essayer de rendre en permanence, en même temps le mouvement, en même temps la concordance entre la chorégraphie humaine et la chorégraphie des machines. Il y a au-delà de la simple prouesse visuelle qu'est cette photographie, il y a aussi cette idée du combat de l'homme contre cet univers de machines qu'il a créé. Là, pour moi, mon père, il apparaît un peu plus. Le gigantisme des machines. Et puis, les petits bonshommes qui sont totalement écrabouillés par la dimension de la technique, là. Ben, on sent qu'il y a une volonté du photographe quand même de faire apparaître ça avec une empathie pour le petit bonhomme qui est écrasé par la machine. C'est une machine énorme, et puis c'est des rouages aussi. Elle fait penser évidemment au film de Chaplin, hein, c'est évident. Puis il y a ce graphisme extraordinaire des ronds, hein, des grands ronds, avec le côté quadrillé comme ça du plafond, hein, qui part en diagonale vers la gauche de la photographie. Donc d'un point de vue graphique, c'est parfait, c'est très 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 bien vu. Il y a de l'ironie hein, aussi, puisqu'il y a une pancarte au-dessus de la tête des tout petits individus. Il y a le double effet. Un effet d'abord de sidération, on est complètement immobilisé, et puis un effet aussi d'allégresse, c'est-à-dire que tout est possible. Voilà, il y a toujours cette dualité hein, dans la façon dont il prend ses photographies, et là c'est vraiment un double effet parfait. Il disait toujours que dans les photos qui avaient constitué son fond photographique, celui dont on parle maintenant comme étant une œuvre, que pratiquement toutes ces photos-là avaient été du temps volé à ses employeurs. Et là, il y a déjà un petit peu ça qui apparaît, parce que c'est une photo qui est déjà un petit peu critique. Et là, il est du côté des jeunes femmes, plus que du côté de l'outil magnifique qu'elles ont entre les mains. Elles sont en randonnion sur 2 rangées, très disciplinées, avec toutes leurs blouses blanches, elles ont des numéros. On a vraiment l'impression d'un monde déshumanisé. On peut, en tous les cas, nous, aujourd'hui, se dire que ce jeune homme, peut-être pas à fleur de conscience, mais peut-être juste avant, quand il prend cette photo et qu'il l'a choisie et qu'il la garde, c'est qu'il a conscience de ce qui est en train de se passer autour de lui. Alors celui-là, il est extraordinaire, c'est un seigneur. Il a l'air de jubiler, il est en train de faire un geste, et le geste se termine hors champ. On commence déjà à apercevoir le Doisneau de la maturité qui jouera beaucoup sur les hors-champs. Et ce hors-champ est très important dans cette photo parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Il a l'air de jouer au billard et d'être en train de faire un coup absolument de maître. En fait, c'est un forgeron et il est en train de rentrer sa forge, dans la forge son bout de métal, mais il le fait avec une telle jubilation, un tel bonheur et surtout une telle assurance qu'il en devient royal. Là, on sent que voilà, il a un grand respect pour ce monsieur qui est en train de se donner du mal à la tâche. Alors, il disait quand même toujours que c'est chez Renault qu'il avait appris la condition ouvrière, parce que contrairement à ce qu'on pense souvent, il ne vient pas du tout d'un milieu ouvrier. Et c'est chez Renault qu'il a découvert la difficulté de la vie des ouvriers. Je ne peux pas aller au cinéma quand Boulogne-Billancourt tourne, travaille. Vous voyez, c'était incroyable. Dans la semaine, je me disais, on va voir un film. Non, 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 pas possible. En 1936, Robert Doisneau travaille déjà depuis 2 ans chez Renault quand la France traverse une crise politique et économique sans précédent. On compte plus d'1 demi-million de chômeurs.
La production automobile nationale chute de 35%. Des grèves éclatent dans le nord de la France. Puis ce sont les 30 000 ouvriers de Renault qui entrent en grève à leur tour. Le mouvement fait tache d'huile et au début du mois de juin, on compte déjà 2 millions de grévistes dans toute la France. Les usines Renault deviennent le cœur de la lutte ouvrière. Robert Doisneau, alors employé au service photographique, est conscient de la dimension sociopolitique des événements. Il est aussi conscient de sa responsabilité en tant que photographe. Il n'y a pas de photos des grandes réunions, des assemblées générales ou des mouvements sociaux à l'intérieur de l'usine tels qu'ils ont effectivement existé. Il s'est tenu en retrait. Il est totalement solidaire avec ceux qui se lèvent et qui se battent, quoi. Alors bien entendu, il n'est plus question de faire des photos des gens qui sont en train de se réunir. Ce serait un outil de délation évident. Donc là, il choisit de détourner son objectif. Et pour moi, d'ailleurs, l'œuvre d'un photographe, elle est faite autant des photos qu'il décide de prendre que des photos qu'il décide de ne pas prendre. Et chez mon père, c'est quand même une chose très très importante, ça. Le Front populaire, une coalition de partis de gauche, vient de passer au pouvoir. Le gouvernement de Léon Blum cherche tout de suite à faire cesser le mouvement. Les accords de Matignon entre syndicats et organisations patronales sont signés dans la nuit du 7 au 8 juin 1936. Ces accords marquent de grandes avancées sociales. Augmentation des salaires, libre exercice du droit syndical, création de conventions collectives, semaine de 40 heures, les congés payés. Dès lors, la photographie de Robert Doisneau sera influencée par ce dont il a été témoin. Cet ouvrier qui est en train de, je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire, puisque justement ce qu'il est en train de faire précisément est hors champ, mais il est coiffé par le haut d'une, comment ça s'appelle, cette partie de la voiture qui est sur la roue. Là, il y a un garde-boue, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui le coiffe littéralement, qui l'écrase d'une certaine façon. Mais il est tourné vers le photographe, et on voit que le photographe, c'est son copain, parce qu'il a un regard complice. Comme ça, hein, t'as vu, hein voilà, donc cette photo, elle est très très belle d'abord graphiquement, hein, et puis aussi par l'échange qu'on sent avec le photographe. Robert Doisneau affirme son style. La photographie n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un regard sur le monde, un engagement humaniste. Un message de paix. Robert Doisneau se fait le témoin des événements sans importance. Il croit en l'homme, en sa valeur, ses qualités. Il aimait son prochain. Il disait, je photographie pas le monde tel qu'il est, mais tel que j'aimerais qu'il soit. Et l'homme est dedans, tout le temps. Après 5 années passées au service photographique de Renault, Robert Doisneau est finalement renvoyé pour son manque de ponctualité. Il se souvient des conditions de son licenciement avec un certain amusement. Quand vous arrivez en retard, le rouleau changeait de couleur et l'heure de votre arrivée était en rouge. Et comme le chef du personnel était un ancien militaire, il plaisantait pas du tout avec la discipline. Alors je me suis fait virer à cause de cette pendule. Ce licenciement pour retard répété, et on le prend un petit peu à contresens, parce qu'on pense que voilà, il avait envie de traîner un petit peu chez lui le matin, alors qu'il disait qu'il n'arrivait pas à se lever le matin, parce que toute la nuit, il travaillait dans son laboratoire, qui était sa cuisine, hein, ici les Moulineaux, hein, qu'il avait bricolé dans sa cuisine, pour essayer de travailler un procédé de développement couleur. Et donc, c'est encore pour la photographie qu'il veille, hein, c'est pas pour faire la fête. Mais dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est de nouveau rappelé par Renault. En tant que photographe freelance, il réalisera de nombreuses commandes pour la grande marque automobile.
C'est chez Renaud qu'il a intégré complètement un métier, s'il a pu même rendre la technique aussi inapparente dans ses photographies, alors qu'elle est très présente, parce que les appareils n'avaient pas la sensibilité des petits appareils numériques qu'on a aujourd'hui entre les doigts. Et ben c'est quand même chez Renaud qu'il apprend à avoir une dextérité technique totale, et donc une indépendance par rapport à la technique, pour pouvoir dire vraiment ce qu'il veut. Je pense que c'est quand même une période très très importante de sa vie. Pêcheur d'images plutôt que chasseur d'images, comme il se définissait lui-même, Robert Doisneau restera à jamais le photographe du bonheur ordinaire, le photographe poète de l'instant.